Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, je reçois un ex-confrère, je le précise, parce que je crois qu'il est passé de l'autre côté de la caméra, comme on le dit. Il fait partie aujourd'hui, il est membre du mouvement des réformateurs libéraux, le parti cher à Patrick Kakwata. Donc, je reçois un ex-confrère, John Omumbo. Très heureuse de vous recevoir, John Omumbo. Merci. La toute première question, en fait. Vous êtes maintenant un ex-confrère à nous aujourd'hui. Non, non, je ne partage pas ce point de vue, madame. Je ne suis pas ex-confrère. Je suis JIA, avec vous, dans Journaliste en Action. Vous êtes notre présidente. Je reste journaliste en action. Et je suis en action. Ce qui est vrai, c'est que de formation, je suis journaliste politique. Et entre la politique et le journalisme, c'est un pas. Je suis là, je reste journaliste. Journaliste passif. Ça c'est vrai, parce que je me suis engagé en politique. Et mon identité politique aujourd'hui, je suis MRL. Je suis MRL, je suis réformateur. Réformateur libéral. Mais le journalisme, ça c'est mon métier de base. C'est ma formation. Comment vous allez faire? Est-ce qu'aujourd'hui, pourriez-vous critiquer froidement Patrick Kakwata s'il commet quelque chose, un impair? Est-ce que vous aurez la facilité aujourd'hui de le critiquer? J'ai dit que je suis journaliste passif. Passif, ça veut dire qu'il y a des actes. Un peu de côté. Il y a des actes que je ne peux peut-être plus poser par élégance. Mais vous n'allez pas dire que je ne suis plus journaliste. Parce que vous avez des hommes politiques qui sont des professeurs d'université. Ils n'ont jamais arrêté d'enseigner parce qu'ils sont devenus politiques. Vous avez des parlementaires qui sont professeurs d'université. Vous n'allez pas leur dire qu'ils sont... Mais il y a conflit d'intérêts, non, dans des cas. Même dans les cas des professeurs, aujourd'hui, on en parle. Il y a conflit d'intérêts. Ils continuent à enseigner, même si quelqu'un est ministre, il est professeur d'université, il continue à enseigner, même dans les institutions d'appui à la démocratie. Je pense qu'on ne va pas tomber dans une sorte d'injustice. Et d'ailleurs, nos rédactions sont remplies de beaucoup de militants des partis politiques. Peut-être qu'ils ne veulent pas s'assumer. Moi, j'assume. J'appartiens au mouvement des réformateurs libéraux, qui est un parti politique membre de la majorité présidentielle, avec des couleurs politiques claires. C'est mon identité et c'est le combat dans lequel je me suis engagé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites aussi un combat qui fait quoi? C'est quoi ce concept aujourd'hui qui bat son plein? Moi, je l'ai vu d'ailleurs dans les réseaux sociaux. C'est quoi ce concept qui fait quoi? Qui fait quoi? C'est que Paulette Kimoutou, présidente de JIA, fait son travail de présidente, selon les textes et les statuts de son organisation. Qui fait quoi? Elle présente son émission. Elle reçoit John comme acteur politique. Il faut que chacun fasse son travail dans le respect des normes, le respect des principes, le respect des textes. C'est ça une société organisée. Et donc, c'est un engagement que mon parti a pris pour lutter contre la cacophonie, lutter contre une sorte de confusion dans les prises de position des uns et des autres. Parce que nous voulons bâtir une société congolaise organisée, une société congolaise ordonnée, une société congolaise structurée. Il y a chevauchement, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'ils font, les prérogatives des uns, ça arrête où, ça commence où, c'est ça un peu votre idée, vous voulez organiser un peu cette société qui ressemble aujourd'hui à Al-Qaïda? Nous ne voulons pas que nous puissions voir des charpentiers en train de la Constitution, par exemple. Monter un charpentier qui monte une formation médicale, il s'est fait passer pour un médecin. Ça, c'est inacceptable. Nous ne voulons pas que les gens se substituent aux institutions de la République, qui sont des institutions constitutionnelles et légalement investies, qui sont des institutions avec un mandat du peuple. Il ne faut pas que les gens se substituent. Et donc, si chaque personne, chaque acteur politique doit prendre position, le MRL parti politique, dans cette campagne qui a été lancée par le président national honorable Patrick Kakwata, voudrait inviter tous les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et surtout à œuvrer pour le bien-être des Congolais.
Ok. Nous prenons donc le premier dossier, mesdames et messieurs, c'est la SENCO. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, eh ben, la SENCO a déjà, en tout cas, trouvé ce fameux consensus qu'on entendait tous, donc l'accord du 31 décembre. Mais il y a toujours, en tout cas, pour sa mise en pratique, il y a encore des petits soucis. Mais la SENCO affirme qu'il y a eu des avancées majeures par rapport à l'applicabilité de cet accord. La rencontre des évêques avec les non-signataires de l'accord, comme vous le savez, il y a encore une frange de politiques qui n'ont pas encore apposé leur signature sur cet accord. Les évêques, en tout cas, se battent pour que l'accord soit de plus en plus inclusif ou sinon pas totalement inclusif. Et nous allons terminer par la signature, comme vous le savez, du MLC, pardon, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Eve Bazaïba a enfin apposé sa signature sur cet accord du 31 décembre. Plus de détails dans ce premier condensé. Les évêques chez les non-signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. La délégation des prélats, conduite par le président de la SENCO, Marcel Outembi, a voulu cette rencontre afin, dit-elle, de voir dans quelle mesure José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Rouberois pouvaient rejoindre l'accord du 31 décembre qui se trouve dans sa phase d'arrangement particulier. Considérant leur importance dans la conclusion de cet accord, maintenant qu'on a commencé la phase des arrangements particuliers dont les résolutions feront partie du dialogue, les évêques sont venus leur dire que, écoutez, nous avons compris, nous avons entendu vos revendications, nous pensons que tout n'est pas encore perdu, il y a lieu d'entrer dans le train, de venir avec des propositions qui pourront être prises en compte et au finish signer l'accord pour que ce soit inclusif. Ces échanges ont été jugés fructueux, de quoi rassurer les évêques quant à la suite. Nous avons compris que ce sont des gens qui ne se sont jamais opposés au dialogue. Ils l'ont toujours dit. C'est avec empressement qu'ils ont répondu au premier dialogue. Et là, ils étaient présents. Ils sont restés ouverts, en tout cas, à la demande des évêques. Mais ils représentent quand même des structures. Ils doivent les consulter. Mais nous augurons que dans les heures ou dans les jours à venir, ils pourront nous rejoindre. C'est notre souhait. L'espoir est donc de mise du côté de la SENCO. Elle espère toujours rallier un grand nombre autour de son accord et ainsi mettre un terme une bonne fois pour toutes à la crise d'inclusivité qui aujourd'hui frappe le compromis politique du 31 décembre. Visiblement, les négociateurs du centre interdiocésain s'impliquent pour faire avancer la barque. Ils se sont déjà mis d'accord sur le profil du Premier ministre et la taille du gouvernement est arrêtée à 37 ministres, dont 9 vice-ministres, selon Joseph Olengankoy, président de FONUS, membre du Rassemblement. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous étions pour énumérer le nombre de ministères que nous devons y avoir à tenir compte de la souffrance de la population. Il ne faut pas avoir un truc éléphatiste. Donc là, on s'est mis d'accord, je crois, si j'ai bonne mémoire, sur 37 ministères. Donc c'est déjà quelque chose. Et il y a seulement 9 vice-ministres. Le profil du Premier ministre est même constitutionnel. Ça est même dans la loi électorale. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher parce que tout est dans la Constitution et dans la loi électorale. Le Rassemblement va présenter le Premier ministre au président de la République. Le président de la République va examiner si ce profil répond aux profils qui sont consentis ou consignés dans la loi de la République, et puis c'est tout. Si tout évolue sans anicroche, la fin de la semaine prochaine devra voir révéler le nom du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres de la prochaine équipe gouvernementale. Après quelques atermoiements du MLC et du Front pour le respect de la Constitution, la bande à Jean-Pierre Bemba, qui a préalablement donné son aval et soutenu la démarche de la SENCO, vient de signer l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain ce samedi 14 janvier avant midi. D'abord, Monseigneur le président de la SENCO a lu la correspondance du sénateur prisonnier adressé au Front pour le respect de la Constitution, lui enjoignant de signer l'accord politique
de la Cinco. Nous ne devons donc pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la Cinco de faire obstruction aux droits des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresaut. C'est pourquoi j'invite les délégués du Front pour le respect de la Constitution à prendre part aux discussions au centre interdiocésain et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays. Enfin, F. Bazaïba peut apposer sa signature. C'est fait, ça y est, elle s'explique. Par cet acte, c'est un sursaut patriotique, une responsabilité, un engagement pour faire avancer le pays. Je vous dis que le Front pour le respect de la Constitution, devant Dieu et la nation, prend l'engagement de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de cet accord. Nous ferons de notre mieux et c'est un devoir des nations. Avec la signature de l'accord politique global et inclusif de la Cinco, par le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, l'inclusivité tant recherchée semble acquise. L'infime minorité des opposants qui résistent encore n'ont d'autre choix que d'apposer leur signature au bas du texte de l'accord, vu leur poids politique relatif. John Omombo, pour le premier accord, l'accord de la cité de l'OIA, on avait dit que la majorité présidentielle, non, pour l'accord de la Cinco d'ailleurs, la majorité présidentielle avait signé sous réserve, et cette fois-ci, le MLC de Jean-Pierre Bemba signe sous injonction. Est-ce que Eve Bazaïba a-t-elle signé vraiment librement ou l'ordre est venu de Jean-Pierre Bemba pour qu'on puisse apposer la signature du MLC? Très bonne question. Je crois que c'est une question que nous pouvons orienter à l'honorable Eve Bazaïba qui peut répondre à cette question. Nous tous, nous avons constaté que le Front pour le respect de la Constitution qu'elle dirige a procédé à signer cet accord de la Cité de l'Union africaine. Je crois que la position du MRL est claire. C'est d'encourager la Cenco à poursuivre justement cette recherche de l'inclusivité. Mais votre parti a quand même signé, le MRL a signé l'accord. Nous avons une majorité présidentielle. Nous appartenons à une famille politique qui a signé sous réserve, qui est organisée, qui est structurée et le MRL est représenté à travers cette majorité. Mais nous disons au niveau du parti que nous encourageons la Cenco à poursuivre justement la recherche de l'inclusivité. Nous estimons que cet accord politique, qui est un compromis politique qui a marqué le passage du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, qui y a encore son caractère fragile, puisse être protégé. Étant donné que cet accord revêt un caractère fragile, lorsque vous voyez les points de vue des uns et des autres, nous estimons que les acteurs politiques et ceux de la société civile devraient dépassionner le débat, devraient se dépouiller de leurs intérêts égoïstes pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation, privilégier l'intérêt du peuple congolais. Et donc ça, c'est un point de vue qui est clair. Un autre point de vue, tout en encourageant la Cenco à pouvoir réaliser cette mission des bons offices qui lui a été confiée par le président de la République, nous estimons que la Cenco n'a pas mandat d'engager la République sur le plan diplomatique. Dans tout État, madame, il existe des structures qui ont la prise de décision sur la politique. Nous avons appris, moi personnellement, nous avons appris qu'il y a eu, c'est pas moi, ils sont allés quelque part à huis clos pour une vidéoconférence avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame, en relations internationales, il y a des structures. Il y a dans un pays les décideurs de la diplomatie, les décideurs de la politique extérieure. Mais on leur a confié une mission. C'est le président de la République. Même les Nations Unies aujourd'hui encouragent la Cenco à trouver cette inclusivité. Madame. Ce n'est pas une vidéoconférence cachée, c'était quand même au vu au-dessus de tout le monde. C'était dit à huis clos, madame. Okay. Nous disons que partout, c'est ça la question de qui fait quoi. Qui fait quoi, c'est que chacun doit faire son travail.
Nous encourageons la SENCO qui a réussi. Non, pour vous, la SENCO a outrepassé. Nous disons, nous rappelons, c'est ça le travail de qui fait quoi. Mais le qui fait quoi nous là faisons, nous allons finir. Mais le qui fait quoi là? C'est pas une sorte de boutade, c'est pas une sorte de combat d'arrière-garde parce que Patrick Akota n'a pas obtenu de poste. Il n'est pas ministre, n'est pas vice-ministre, il n'a personne de son parti dans ce gouvernement. C'est pas un combat d'arrière-garde aujourd'hui pour se dire que non, moi aussi je fais quelque chose dans ce pays, je dois être récompensé. Vous connaissez bien le parcours de l'honorable Patrick Akota. Je ne voudrais pas revenir sur cette haute personnalité de mon parti qui n'aime pas qu'on parle de lui. Mais je veux vous rassurer, madame. Un homme public, on doit parler de lui nécessairement. Il a cessé de s'appartenir, ça c'est vrai, c'est un homme public. Je dois vous rassurer, madame, que le MRL est valablement représenté dans les institutions de la République, même dans ce gouvernement. Nous appartenons à une famille politique, la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est valablement représentée. Il n'y a pas de frustration. La question qui fait quoi concerne tout le monde. Même moi qui vous parle, je dois me poser la question, même vous avec vos enfants à la maison, vous devez vous poser la question de savoir qui fait quoi. C'est remettre de l'ordre, madame. On ne vise personne. Qui fait quoi concerne même les membres, les cadres et militants de mon parti politique, le MRL. Ça concerne même la majorité présidentielle. Tout le monde, madame. Parce que nous estimons que chacun doit faire son travail. Dans une famille, les enfants ont un rôle à jouer. La femme, la maman a son rôle, le papa a son rôle. Mais on ne peut pas vivre comme dans une jungle. C'est pourquoi nous disons, nous combattons, nous luttons contre la cacophonie, madame. Pour la SENCO, nous encourageons la SENCO, mais nous disons à la SENCO que ce que vous faites doit être dans le cadre des missions qui ont été confiées. Parce qu'il y a des mécanismes diplomatiques des coopérations entre États. Et donc, si le Conseil de sécurité a un point de vue à envoyer ou à adresser à la République démocratique du Congo, il y a des mécanismes... Il doit passer par le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas que le ministère. Le ministère, c'est parmi les décideurs. Le premier décideur, en théorie, de relations internationales, le premier décideur de la diplomatie ou de la politique extérieure, c'est le président de la République. Mais qui c'est le président Kabila qui les a mandatés aussi, parce que les a mandatés à faire ce travail. Ces discussions, madame, qui les a mandatés. Ces discussions se déroulent dans le cadre des missions des bons offices qui ont été... C'est le président qui a confié cette mission à la SENCO. Et chaque fois qu'il y avait des problèmes à une étape, la SENCO allait rendre compte au président de la République, qui continue à faire confiance à la SENCO parce qu'il est resté dans sa logique, que ma main reste tendue. Donc, il ne faut pas qu'on puisse outrepasser, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le Congo est indivisible, le Congo est souverain, le Congo a des institutions, le Congo a une constitution, et donc il faut qu'on respecte cela. Je pense qu'on ne peut pas se substituer à des institutions de la République. Vous avez vu les évêques aller, c'est José Makila, Jean-Lucien Boussa, Monsieur Roubaix-Roy, mais est-ce que vous comprenez le fait qu'ils n'ont pas encore apposé leur signature, leurs revendications? Les évêques ont dit qu'ils comprennent un peu leur réticence. Et vous, en tant qu'analyste politique aujourd'hui, est-ce que vous comprenez pourquoi ces 3 grands ténors de la politique congolaise n'ont pas encore jusqu'à aujourd'hui apposé leur signature à l'accord du 31 décembre? Je crois que le problème... Quelques minutes. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt de la population. Nous invitons les acteurs politiques à éviter de privilégier leurs intérêts égoïstes. Le plus important pour le MRL, c'est que l'accord a été signé, un compromis politique apaisé a été trouvé. Le plus important aujourd'hui, ce sont les élections. Au moment où je vous parle, madame, il y a une opération d'enrôlement des électeurs qui se déroule. Et le MRL est en campagne pour sensibiliser les citoyens congolais, particulièrement nos militants, à pouvoir aller se faire enrôler. Ok, nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, toujours par rapport à la SENCO. Comme vous le savez, cette semaine, c'était la reprise des travaux par rapport aux arrangements particuliers. John Omumbo nous détaillera un tout petit peu c'est quoi ces arrangements particuliers, parce qu'il a dit qui fait quoi. Est-ce que la SENCO est-elle en train, en tout cas, cette conférence, d'outrepasser ses prérogatives par rapport à ça? Et bien, le soutien de la diaspora à l'accord du 31 décembre, la diaspora congolaise, en tout cas, a soutenu ouvertement cet accord, et ensuite la réaction de la société civile de la République démocratique du Congo, toujours par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre.
Madame et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les experts, soyez les bienvenus au centre diocésain, interdiocésain de Kinshasa, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Marcel Outembi souhaite la bienvenue à tous les délégués, venus avec la détermination, on peut le croire, de trouver cet arrangement particulier sur le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Dans la salle, la présence des délégués du Front pour le respect de la Constitution. Le président de la SENCO s'en réjouit. Je voudrais également saisir cette occasion solennelle pour saluer la présence des délégués du Front pour le respect de la Constitution qui ont rejoint cette salle pour la poursuite des travaux avec les autres collègues. C'est l'accord lui-même, signé à l'aube du Nouvel An, qui prévoit l'élaboration de cet arrangement particulier. 6 matières sont concernées par ces travaux. L'arrangement particulier dont il est question concerne principalement les points suivants. Le gouvernement a formé, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord. À cela s'ajoute la redynamisation de la CENI, le renouvellement des membres du CESAC et le suivi de quelques recommandations particulières. Chaque composante avait déjà déposé ses propositions dont la compilation de la médiation a été remise aux délégués comme document de travail. La SENCO donne 4 jours seulement aux composantes pour baliser le chemin de la mise en œuvre de l'accord. Ces Congolais de l'étranger, regroupés au sein du mouvement de peuple au service de la nation présidé par Wilfried Mandio et des patriotes Congo, dont Rex Kazadi est le secrétaire général, apportent leur soutien à l'accord du centre interdiocésain. D'après ces regroupements, il est impérieux que la diaspora congolaise signe l'accord pour renforcer son caractère inclusif. Nonobstant les propos péremptoires, définitifs, mais toujours risibles de ceux qui rechignent à signer ou à s'activer pour la mise en application de cet accord, pourtant porteur d'espoir, nous avons décidé d'apporter en notre double qualité de Congolais de l'étranger et de combattants pour l'alternance et la démocratie, notre soutien plein et entier à l'accord du centre interdiocésain en vue de le voir totalement et scrupuleusement appliqué dans les meilleurs délais pour le bien-être du Congo et des Congolais. Car nous considérons que l'inclusivité dans ce cas-là n'est pas arithmétique, mais politique. La diaspora congolaise voudrait par sa signature s'impliquer pour l'application effective du dit accord, renchérit Rex Kazadi. Nous sommes disposés à signer la dite accord. La diaspora congolaise a mené un combat de fond pour stigmatiser les anomalies dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Elle a ouvert des fronts politiques pour combattre les dysfonctionnements de l'État. Son combat a porté ses fruits au point que Kinshasa et la communauté internationale, qui faisait la sourde oreille ou prêtait attention à ses revendications. Par ailleurs, ses compatriotes entendent jouer pleinement leur rôle lors de cette transition. Prenant acte de l'accord ici de ces pourparlers qui a le mérite de réunir les signataires et les non-signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. À la suite de l'analyse critique du dit accord, avons relevé, entre autres, les forces et les faiblesses ci-après. Force. Tous les acteurs signataires du dit accord ont manifesté effectivement leur volonté à conduire le pays vers les élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. La signature de cet accord a sensiblement contribué à l'apaisement du climat sociopolitique sur l'ensemble du territoire national. La limitation dans les temps de la période de cogestion de la République et la définition des mécanismes de la dite cogestion. Comme faiblesse, cet accord souffre du manque d'inclusivité tant attendu des discussions sous l'égide de la SENCO. L'intitulé de cet accord consacre l'annulation de l'accord du
octobre au lieu d'en être un acte additif conformément à l'article 24 de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Cet accord ne laisse nullement la possibilité aux autres acteurs politiques et sociaux n'ayant pas pris part aux assises d'y adhérer. Vu tout ce qui précède, déclarons ce qui suit. À la SENCO et aux délégués de veiller à la dépersonnalisation de l'accord dans les discussions sur les arrangements particuliers, de renforcer les règles d'équité dans le partage de responsabilités entre les parties prenantes pendant la période préélectorale et électorale, de mettre en place un chronogramme réaliste et objectif de mise en œuvre de l'accord, de considérer que les conclusions du Centre interdiocésain sont la continuité de l'accord politique national signé à la Cité de l'Union africaine en date du 18 octobre 2016. John Omombo, la toute première question par rapport à ce deuxième condensé, quelle est la différence en tout cas dans les grandes lignes entre l'accord de la Cité de l'OUA et l'accord de la SENCO? Quelles sont les grandes différences que vous trouvez dans ces désaccords? Madame, je crois que il fallait peut-être dire le point de convergence. Le point de convergence, c'est que partout, dans tout le processus, on recherche la paix. Il n'y a que la paix qui est notre denrée précieuse. Aujourd'hui, parce qu'on a parlé même de l'arrangement particulier qui porte sur on va en parler. Mais le plus important, nous voulons, oui, la recherche de la paix à tout prix. La paix, la paix avec la faim, ça ne va pas de pair. La paix avec sans eau, c'est pas la paix. La paix sans électricité, c'est pas la paix. La paix sans école, c'est pas la paix. La paix sans les routes, c'est pas la paix. De quelle paix vous parlez au fond? Voilà, justement, c'est ce que nous disons. C'est pourquoi nous disons qu'il faut privilégier l'intérêt, le bien-être des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais, même pour le MRL, notre parti, nous estimons qu'on ne va pas régler la question, une question égoïste. Nous devons régler une question de la population. Le peuple congolais aujourd'hui attend des politiques économiques et sociales claires sur des questions telles que le chômage. Quel est le programme que nous avons aujourd'hui? Nous sommes en 2017. Nous aurons tous ces étudiants qui sont dans les universités, qui seront des diplômés demain. Quel est le programme pour absorber justement tous ces universitaires qui seront lancés dans le marché de l'emploi? C'est ça la préoccupation de MRL. Comment nous pouvons préserver la paix dans notre pays pour que les investisseurs viennent créer l'emploi au lieu que les gens viennent pour se disputer de l'emploi avec nous? Ça, c'est ce qui préoccupe le MRL. Et aujourd'hui, l'accord est signé. Ce n'est plus le problème des individus qu'il faut régler. Allons aux élections. Nous voulons qu'on aille aux élections. Pendant que les gens sont en train de discuter au centre interdiocésain, il y a des provinces opérationnelles déjà sur le plan électoral. Et nous disons au peuple congolais, le président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, avait déjà dit qu'il faut renouveler la classe politique. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre voie par laquelle nous pouvons passer pour renouveler la classe politique à part les élections. Nous disons à nos militants, tout ce qui se fait, si nous voulons renouveler la classe politique, nous devons aller aux élections. Et pour aller aux élections, les élections c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut avoir sa carte d'électeur. Pour ceux qui sont dans les zones où se déroule l'opération d'enrôlement, le MRL vous demande d'aller vous faire inscrire dans les listes électorales, obtenez votre carte d'électeur. C'est le message qu'il faut donner à la population, madame. Et le message, les gens ont faim, les gens ont besoin de manger. Quelle est la réponse justement des acteurs politiques? La réponse est l'arrangement particulier. La réponse est le profil du Premier ministre. Qui fait quoi? Dans ce pays, nous avons connu des premiers ministres qui sont partis de Lumumba jusqu'à Sami Badibanga. Est-ce qu'il y a eu des débats publics du genre, il faut ceci, il faut cela? On veut régler la question de l'individu. Il faut comme ça, nous, pour nous, tel Premier ministre, sans telle personne, sans Paulette Kimoto, donc la vie s'arrête au Congo. Nous pensons que les choses doivent se faire dans l'ordre. C'est pourquoi nous disons, qui fait quoi? Et quand vous allez à la cité, aujourd'hui à Kinshasa, vous allez partout, on va vous poser la question, Moussala Nayo Ezanini, Nani Asalinini. C'est important. Et nous disons que notre population doit le faire, doit comprendre et poser la question à chacun. Qui fait quoi? Et c'est notre rôle comme parti politique d'encadrer les citoyens au civisme.
par rapport aux arrangements particuliers, il y a plusieurs points. Il y a le gouvernement, il y a le chronogramme par rapport à la mise en œuvre, en tout cas pour les élections dont vous parlez tout à l'heure, mais il faut un chronogramme pour sa mise en application. Il y a la redynamisation de la CENI. Vous avez fait partie de cette institution aussi, le renouvellement du CESAC et tout ça. Pour vous, tous ces arrangements-là, c'est une perte de temps où il faut vraiment le faire pour mettre de l'ordre, évidemment, comme vous l'avez dit. Qui fait quoi? On doit savoir qui fait quoi au CESAC, qui fait quoi à la CENI, qui fait quoi au gouvernement. C'est aussi ça, ces arrangements particuliers. Qui fait quoi, justement, parce qu'il y a des réponses que nous trouvons dans les textes, madame. La CENI est une institution qui a été créée au terme de l'article 211 de la Constitution. La CENI dispose d'un cadre légal. Il y a la loi organique, il y a des instruments juridiques que le législateur a mis à la disposition de la CENI. Il y a des réponses qui sont apportées lorsqu'il y a un problème qui concerne la Commission électorale nationale indépendante. Notre problème aujourd'hui, nous pensons que tout ce qui est fait de manière extra-institutionnelle ou dans le cadre des institutions respecte les textes, respecte les normes et les principes. Si ce qu'ils disent là-bas respecte la Constitution qui est la loi fondamentale, nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous disons qui fait quoi? Qui fait quoi? Ça veut dire que nous devons, chacun de nous, faire des choses dans l'ordre, dans le respect des textes qui vous régissent. Mais lorsque vous, madame, vous voulez vous substituer au peuple congolais, alors que le peuple congolais a élu un parlement, vous voulez créer, par exemple, un mécanisme extra-institutionnel. Ce mécanisme extra-institutionnel, pour vous, c'est ce conseil de suivi de travaux, des accords, c'est ça pour vous? Vous allez le rechercher. Institution extraordinaire ou je sais pas comment on peut le rechercher, mais le MRL a suscité ce débat, a lancé cette campagne pour prévenir les gens. Ces institutions classiques ont échoué carrément. Le Parlement n'a pas pu donner des lois à temps pour qu'il y ait des élections. Le gouvernement n'a pas pu donner l'argent pour que les élections se tiennent à temps. La CENI a fait ce qu'il a fait. Le CESAC, aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi au CESAC. Mais aujourd'hui, vous voulez que ces institutions qui ont échoué, le gouvernement, on l'a changé pour ça. D'ailleurs, même à la cité de l'OUA, le gouvernement échoue. Vous voulez que ce même gouvernement, ce même Parlement qui a échoué, continue à exercer tout ce que vous dites, madame, trouve des réponses. La Constitution répond à tous les problèmes. La difficulté que nous avons, c'est que les gens utilisent la Constitution comme certains hommes des dieux utilisent la Bible. Chacun prend un verset, il lit, il tire le drap de son côté. La Constitution, pour ce qui est des institutions légalement installées, des institutions qui sont constitutionnelles, il y a des réponses dans la Constitution. Les gens s'arrangent pour faire ce que mon maître en pensée, Léon Festinger, dit, la dissonance cognitive. Ils s'arrangent. Justement, la dissonance de première grade. Non, justement, des grands thèmes comme ça, on ne comprend pas. Ils savent. C'est facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que moi je vous dis aujourd'hui, vous comprenez mon message, mais vous opposez une résistance à mon message. Pour les étudiants, par exemple, on a mobilisé les gens pour dire la semaine prochaine, nous allons chasser tous ceux qui ne sont pas en ordre de frais de paiement. Lorsque le professeur ou le chargé de la commission va passer samedi dans l'auditoire pour annoncer que, bon, écoutez, à partir de lundi, tout celui qui n'est pas en ordre n'accédera pas au cours, vous allez voir que les étudiants vont réagir négativement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris le message. Ils ont compris le message, mais ils ont opposé une résistance à ce message. Les gens comprennent la Constitution. Ils lisent la Constitution, mais ils opposent une résistance à certaines dispositions de la Constitution qui ne leur sont pas favorables. De deux côtés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, vous n'allez pas jeter ça. Le MRL est objectif. Le MRL vous dit qui fait quoi, chacun doit faire son travail. Voilà pourquoi nous, comme parti politique, nous disons que notre rôle, c'est d'encadrer les citoyens, d'encadrer nos militants à la citoyenneté, au civisme. Et on est fiers d'appartenir à un État. On est fiers d'appartenir à une nation. On est fiers d'élire nos dirigeants. Nous sommes fiers de renouveler la classe politique par les élections, mais pas par d'autres moyens. Bon, aujourd'hui déjà, on a ouï dire, toi et moi, nous sommes dans les... Je peux vous tutoyer quand même. Problème. Voilà, toi et moi, nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous savons déjà que quelques kits électoraux ont été
volés, je peux me permettre l'expression, par des groupes armés aujourd'hui, au Tanganyika, dans d'autres parties de la République où il y a insécurité. Est-ce que les élections se tiendront vraiment sans, si ce chronogramme-là n'est pas respecté? Parce qu'aujourd'hui, déjà, on sait qu'il y a des kits qui sont partis. Madame, je crois que ça, c'est, si cette information que vous dites est vraie, nous devons le regretter, et cela appelle encore une fois au renforcement de la situation, des mécanismes de sécurité dans notre pays. Vous savez que la question sécuritaire, c'est une question collective, il n'y a ni majorité, ni opposition pour ce qui est de la sécurité. Ce sont des efforts, nous devons tous conjuguer des efforts pour protéger notre pays, pour préserver le processus électoral. On a accusé la majorité de ne vouloir jamais organiser les élections. Vous avez suivi, nous avons lancé une centrale électorale. Au niveau du MRL, nous avons notre stratégie électorale. Ça veut dire que nous prenons la question des élections au sérieux. Je ne veux pas être ici un prophète. En 2011, nous avons connu une telle situation. On nous a dit qu'il n'y aurait pas d'élections. Il y a eu des élections en 2008, le 28 novembre. Nous pensons que, compte tenu des problèmes, des contraintes qui n'ont pas permis l'organisation des élections, aujourd'hui, l'accord prévoit qu'il y ait des élections. Nous pensons que c'est ça la question prioritaire. Ok, nous prenons un autre condensé, mesdames et messieurs. C'est vrai que je reviendrai à la question du CESAC parce que ça concerne en tout cas l'audiovisuel, notre secteur de profession. Nous prenons la réaction de M. Batmouna par rapport au choix du Premier ministre et la réaction de Délice Sanka. C'est toujours par rapport au choix du Premier ministre parce que le Premier ministre, c'est celui qui conduit l'action gouvernementale. Donc plus de détails dans ce troisième condensé. Félix Tshisekedi, je crois qu'il est parmi les artisans de l'IDPS. C'est lui le chef de la délégation dans les travaux qui se sont tenus au centre de Cézanne avec les évêques. C'est lui qui a connu la délégation de l'Assemblée. C'est ainsi que nous, les alliés, étant donné que nous soutenons le président Tshisekedi, nous pensons que Félix peut bien se charger de ce poste de Premier ministre. Pour ne pas continuer à pouvoir entretenir un flou quelconque. Et nous avons pris l'avance, étant donné que c'est un cadre, de l'IDPS, il est parmi ceux qui peuvent conduire à la destinée du gouvernement de transition qui va permettre à ce que le peuple congolais puisse élire ses élus pour la fin de l'année 2017. Et nous félicitons les évêques parce qu'ils ont réussi là où les autres ont échoué. C'est de mettre les politiques congolais ensemble, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, aussi la société civile, pour arrêter évidemment toutes les revendications venant de toutes parts. Au niveau de la vice-présidence, qu'un poste soit confié au front qui est dirigé par l'honorable Eve Bazaï. Et que notre vice-présidence soit confiée à l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine. Et un troisième poste peut revenir à la majorité présidentielle. Tandis que la société civile peut prendre soit les testeurs, soit des rapporteurs. Que les discussions qui vont s'engager dans les prochaines heures, dans les prochains jours, autour de la Cinco pour cet arrangement particulier, vont accélérer la mise en œuvre de cet accord qui reste la voie idoine pour la paix et la restauration de l'ordre constitutionnel dans notre pays, en tout cas pour le respect de la Constitution. Aussi concernant une question importante de cet accord, à savoir l'exercice des responsabilités au niveau du rassemblement, nous avons dit que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par l'alternance pour la République ne doit pas être l'occasion de la division, doit être le moment d'une grande unité et la conduite de ce gouvernement doit se faire dans le cadre d'une concertation au sein du rassemblement autour du Conseil de sages pour que le Premier ministre soit désigné le plus rapidement possible. Là, il va présenter un candidat à la candidature. Nous pensons que dans ce contexte, il ne s'agit pas de diviser ou de faire la course au positionnement. Nous serons dans la voie de la sagesse autour
du président du Conseil des sages, dans le cadre du Conseil des sages du Rassemblement. Les ambitions sont légitimes, mais nous estimons que nous ne voyons aucun inconvénient à ce que le Premier ministre soit désigné au sein de l'UDPS. Et si toutes autres ambitions peuvent s'exprimer, pourquoi pas, mais c'est dans le cadre de la concertation au sein du Conseil de sages, autour du président du Conseil de sages, que tout doit pouvoir se décider. Il ne faudrait pas que ce soit le moment de la division et des déchirements au sein du rassemblement. Ce que nous avons à entreprendre ensemble est bien plus important que ce résultat transitoire et provisoire qui a été atteint sur la voie de la restauration du respect de la Constitution, chose essentielle aux yeux de notre peuple. John Amombo, avant de prendre le profil du Premier ministre, nous faisons un petit bond en arrière par rapport au CESAC. Est-ce que pour vous, on doit aussi redynamiser ou, pour être plus direct, changer en tout cas le bureau de cette institution qui est quand même vital un peu pour notre secteur de l'audiovisuel et de la presse en général? Je crois que j'ai eu à le dire, madame. Les gens doivent éviter de se moquer du peuple. Parfois, les gens veulent régler leurs problèmes personnels et ils se réveillent, non, peuple, peuple. Est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé de changer le CESAC? Le CESAC est une institution constitutionnelle avec un mandat. Mais le mandat est déjà épuisé aussi. Je crois qu'il y a la question aussi doit être réglée par la Constitution. Si la question leur permet de la résoudre de cette façon-là, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. Notre problème, c'est que tout se fasse dans le respect des textes, le respect des principes, le respect des normes. C'est ça MRL. Il n'y a pas de désordre. S'il faut restructurer, s'il faut changer, s'il faut faire ceci, mais sachez que ce sont des institutions qui ont un mandat constitutionnel. Il y a une constitution qui donne le pouvoir à ces institutions. Il y a un cadre légal. Vous vous référez bien à cette constitution. Mais le mandat de tout le monde aujourd'hui, en 2017, est hors délai constitutionnel. Du sommet de l'État, le chef de l'État est hors délai constitutionnel. L'Assemblée nationale, il y a bien des institutions qui sont hors délai constitutionnel. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces accords pour trouver ce fameux consensus pour qu'il n'y ait pas de trouble. Alors vous vous appuyez sur cette constitution parce que vous voulez quoi? Madame, l'accord, je dois le préciser, l'accord n'annule en rien la Constitution. La Constitution continue. Et par rapport à toutes ces institutions, la Constitution a prévu qu'elles seront remplacées par les institutions correspondantes dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que s'il y a des institutions qui ont été installées, investies par voie des élections, elles le seront. Le cas par exemple de la CESAC, il y a un processus de désignation qui doit être respecté selon la loi, je le pense. Pour nous, c'est ça le problème, que tout se passe dans l'ordre. Mais il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que parce qu'il y a eu cet accord et que la Constitution va s'arrêter et que les gens veulent se substituer à la Constitution. Non. Maintenant, nous voyons tout le monde qui parle gouvernement, qui parle Premier ministre, c'est pour régler la question des individus. Et quand on règle la question des individus, excusez-moi, ça c'est un débat interne au sein du rassemblement parce que ça ne concerne pas la question du Premier ministre, je dois le dire ouvertement, l'accord prévoit que la primature devrait être confiée à l'opposition / rassemblement, c'est ce qui est écrit dans l'accord, et donc c'est un débat interne qui concerne le regroupement politique et le rassemblement, ce n'est pas la majorité, mais nous disons seulement que la question de l'individu ne peut pas bloquer la vie de la nation. Ça, c'est très important. Autre chose, madame, autre chose, c'est cette population-là. Quel est son intérêt dans tout ce qui est en train de se faire dans l'arrangement particulier? C'est la question que nous devons nous poser. Qui fait quoi pour la population? Qui fait quoi pour le peuple congolais? Qui fait quoi dans les institutions? Qui fait quoi à la SENCO? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Nous refusons. Que fait Patrick Kakwata pour cette population? Patrick Kakwata, pratiquement. Il a un électorat. Vous savez qu'il a été élu. D'abord, il a été sénateur. Il est député. C'est déjà ça, d'abord, une confiance. Ça veut dire qu'il est communié à tout moment. Je n'ai pas envie ici, parce que nous, dans notre philosophie, nous parlons moins des individus. Nous privilégions l'intérêt du peuple. Si vous voulez que je vous dise ce qu'il fait pour son peuple, en tant que député, vous parlez, mais de quel peuple? Madame, vous fustigez les autres qui parlent au nom du peuple. Vous, de quel peuple vous parlez? Très bonne question, madame. Quel peuple? Chacun a son peuple. Je voudrais profiter de votre micro
pour interdire à quiconque de se moquer du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut quitter sa salle de bain, déçu par je ne sais quoi. Non, le peuple a dit. On ne se moque pas des gens comme ça. Et on utilise les micros de la presse pour dire le peuple a dit. La République démocratique du Congo, et cette précision est de taille, est dans une démocratie représentative. Ça veut dire que le peuple s'exprime à travers les urnes. Nous savons le poids politique de chacun à travers les urnes. Vous ne leur donnez pas cette occasion de s'exprimer à temps voulu dans ces urnes-là. Madame. Vous ne leur donnez pas cette opportunité de s'exprimer. Si vous me laissez achever, je vous en prie. Mais vous ne leur donnez pas cette opportunité à ce peuple-là de s'exprimer à temps, comme voulu par cette constitution. Et parce que vous me refusez cette vérité, vous dites au nom de quel peuple? En réalité, qui doit parler au nom du peuple? Parce que le peuple s'était prononcé en 2011 à travers les urnes. Et le peuple a sorti une majorité parlementaire. C'est cette majorité-là qui est une majorité. Nous avons une majorité qui a constitué un regroupement politique fort, la majorité présidentielle. Ces gens-là ont été élus. Il faut le dire, madame. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de poids politique. Dans ce pays, au nom de ce principe de la démocratie représentative, nous connaissons le poids politique du président Kabila qui a été élu. Nous connaissons le poids politique de Vital Kamerhe. Nous connaissons le poids politique d'Étienne Tshisekedi. Mais il y a des regroupements politiques qui sont des vides. On ne connaît pas le poids politique de chacun. Les gens qui parlent au nom du peuple, le peuple s'est exprimé. Le peuple ne s'exprime que par les élections. Il ne faut pas que tu aies des problèmes avec ta femme à la maison. Tu sors, tu dis non, le peuple a dit non. Le peuple là, vous l'avez consulté par quel mécanisme? Parfois, on donne l'impression ici à Kinshasa que les gens de la majorité n'ont pas le droit de parler au nom du peuple, alors que légitimement, ce sont les gens de la majorité qui peuvent parler au nom du peuple, parce que c'est ce peuple-là qui a mis en place cette majorité à travers les urnes. C'est vrai que vous avez dit que le choix du Premier ministre revient à l'opposition, au bas rassemblement, mais vous êtes aussi une élite, vous avez aussi quand même quelque chose à dire par rapport au choix, mais il faut quand même des critériums objectifs, des critériums impersonnel pour choisir ce Premier ministre. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, chacun se réveille, on ne sait pas d'où, on ne connaît pas son parcours, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il a fait, on ne connaît pas son poids politique, parce que c'est comme ça, et bien il se réveille, on le nomme Premier ministre. Pour vous, objectivement, froidement, quels doivent être les critères aujourd'hui pour sortir cette nation de cette situation aujourd'hui, John Omumbo? Même si c'est pour le rassembler, mais vous êtes quand même une élite. Moi, je pose la question à l'élite John Omumbo. À l'élite John Omumbo, je vous dis que dans ce pays, je vous l'ai dit, il y a eu Patrice Emery Lumumba, Premier ministre brillant. Il y a eu d'autres Premiers ministres jusqu'à Sami Badibanga. Cela n'est pas passé par des débats, madame. Des débats publics. Est-ce qu'on veut nous dire que tous ces ministres-là, leur choix, leur désignation, leur nomination sont nécessairement passés par des débats publics comme ça? Je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse dépassionner le débat. On ne va pas bloquer la République pour des questions des individus. On ne va pas bloquer la vie de la nation pour des questions des individus, madame. Je pense que c'est des choses qui peuvent être résolues si chacun peut se déposséder de son toit. Dois-je rappeler que Thomas Hobbes, lorsqu'il propose la théorie du contrat social dans le Léviathan, c'est-à-dire que nous voulons avoir une société organisée. Chacun se dépossède de sa portion d'autorité et il donne au Léviathan. Aujourd'hui, vous voyez même des professeurs d'université, des grands intellectuels qui s'engagent dans une lutte oratoire négative, qui s'attaquent gratuitement même aux institutions de la République. Ils méconnaissent même ces institutions et après ce sont ces mêmes institutions qui doivent nommer leurs délégués. Je crois qu'à un certain moment, nous devons appeler à la responsabilité de la classe politique. Le peuple n'est pas dupe, madame. Le peuple voit, le peuple vous regarde, le peuple écoute. Demain, nous allons demander encore la voix au peuple et le peuple va se prononcer. Ce sont les gens qui seront élus là-bas qui vont encore parler au nom du peuple. Pas quelqu'un, il est par exemple, il n'est même pas un élu, et dit non, le peuple a dit, le peuple va s'en charger, le peuple va se prendre en charge, le peuple ceci. Nous disons non, nous faisons un monitoring au niveau du parti pour que les choses se fassent en ordre. Même si vous êtes doux et que vous faites les choses pas dans le respect des textes, on va vous rappeler, messieurs, qui fait quoi dans ce que vous faites, qui fait quoi, qui doit faire quoi. Et donc, nous sommes heureux de vous annoncer, je termine d'ailleurs,
que nous avons eu aujourd'hui une réunion avec les animateurs des structures des bases de notre parti à Kinshasa. Nous avons une tournée dans tous les 4 districts de Kinshasa pour expliquer à la population que chacun comprenne qui fait quoi. Il faut poser la question aux politiciens. Qui fait quoi? Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Que tout le monde prenne la parole. Et vous avez vu même dans l'élément qui est passé, des déclarations, mais finalement, c'est tout le monde qui doit parler. On a parlé. Non, la question du Premier ministre pour l'intérêt du peuple. Oh non, le gouvernement éléphantesque pour l'intérêt. Non, non. Le peuple veut savoir. Pour la question des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous dites? Pour la question de la famine, aujourd'hui, on a la faim. On a faim, madame. Parfois, nous, on grossit comme ça, on pense qu'on est en bonne santé. On a faim. Les gens ont besoin de cette réponse-là. L'eau potable, on a besoin, les routes, on a besoin de continuer le programme qui a été déjà lancé par le président de l'État, Joseph Kabila. Et donc, on a besoin, c'est ça l'intérêt du peuple. Nous restons maintenant les activités des partis politiques. Je sais déjà que John Omombo est membre du mouvement des réformateurs libéraux, mais nous allons prendre quand même le lancement de la centrale électorale de leur plateforme de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est en train de préparer les élections et je crois que John Omombo a lancé quand même quelque chose pour dire que l'opposition est distraite, mais eux ils sont déjà en pleine campagne presque électorale. Donc, non, pas campagne électorale. Non. De presse, en pleine sensibilisation pour l'enrôlement, mais c'est une campagne pré-électorale et l'échange de MLP, le parti de Franck Diongo et du G7 sur le dossier de Franck Diongo. Chapiteau de l'hôtel Pullman, les lieux étaient remplis à déborder. Différents partis politiques, membres de la majorité présidentielle, avaient répondu présents à cette cérémonie. Cette dernière marque les ambitions de la famille présidentielle, celle d'aller aux élections. La cérémonie de ce lundi n'aura connu qu'une seule allocution, celle du secrétaire général de la majorité présidentielle, Obé Minakou, a d'abord circonscrit la rencontre du jour. Pour le secrétaire général de la majorité présidentielle, le lancement de la centrale électorale dénote la volonté de la majorité présidentielle de rafler toute la mise de la base au sommet. La majorité présidentielle entend se préparer conséquemment à ces échéances sur tous les plans politiques, organisationnels, financiers, matériels, voire aussi psychologiques, et que sais-je, quelle que soit la date que la CENI fixera en tant que pouvoir organisateur. Cependant, Obé Minakou ne s'est pas empêché de remettre en surface l'épineuse question du successeur de Joseph Kabila. La question a eu une réponse aussi simple. Ce n'est ni le moment, ni le contexte pour désigner le candidat de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle alignera des candidats à tous les niveaux, de la base au sommet. Comme en 2006, comme en 2011, nous sommes pas ce n'est ni le moment, ni le contexte de les désigner aujourd'hui. Il a été en outre recommandé à tous les partis politiques de la majorité présidentielle de mettre en place des cellules électorales au sein de leur parti politique. La cérémonie s'est clôturée par le vote de la déclaration commune de la majorité présidentielle installant la centrale électorale de la famille politique du chef de l'État. Il n'y a ni guerre, ni mésentente sur la primature. Il y a une expression, chacun s'exprime, tant mieux. C'est une sortie médiatique qui a tout son sens pour le G7 après la signature le 31 décembre de l'accord du centre interdiocésain. Un accord qui s'inscrit dans la logique de la décrispation du climat politique. En ce qui concerne les mesures de décrispation, que ce soit à l'interne, que ce soit pour les exilés, et là effectivement il y a aussi le retour de notre autorité morale, Moïse Katumbi, nous sommes confiants, nous les G7. Mais nous les G7, c'est le principal problème. C'est l'un des principaux problèmes. Nous espérons que les uns et les autres, nous comprendrons que nous devons trouver la solution pour le problème de Moïse Katumbi
dans les délais les plus brefs. Le président du G7, Pierre Lumbi, prend parole alors que l'opinion fait état d'une division au sein du rassemblement quant au choix du Premier ministre. Pierre Lumbi a calmé la tempête. Le choix du Premier ministre doit revenir à Étienne Tshisekedi. Il faut être vraiment malhonnête, doublement malhonnête et triplement malhonnête pour ne pas reconnaître que l'UDPS a un poids historique dans la lutte pour la démocratie qu'aucun autre de nos partis d'opposition n'a. Donc pour nous, nous pensons que, pas seulement nous pensons, mais nous acceptons que l'UDPS puisse nous proposer un candidat Premier ministre. Pas de division possible au rassemblement, soutient le président du G7, le combat étant celui du respect de la Constitution, a soutenu Pierre Lumbi. La décrispation du climat politique demeure l'une des matières les plus importantes pour le G7 qui exige, en application de l'accord du 31 décembre, que Moïse Katumbi et les autres exilés regagnent le pays en homme libre. Le mouvement lumumbiste progressiste appelle les rassemblements, plus particulièrement le G7, à lui venir en aide de manière urgente quant à la libération de Franck Diongo Chamba dans l'optique de la décrispation de la situation politique au pays. Voilà ce qui justifie leur présence aux installations du G7 ce vendredi. Son secrétaire général explique. C'était pour solliciter leur plaidoyer dans ce dossier des condamnations de notre président national Franck Diongo. Comme vous le savez, il est condamné abusivement. Et nous sommes contents parce qu'ils nous ont donné toutes les assurances qu'ils sont à nos côtés pour lutter avec nous jusqu'à la victoire finale. Le conseil des avocats est à pied d'œuvre pour la suite des programmes. Ça, c'est sur le plan juridique. On ne peut pas révéler les stratégies ici. Mais nous continuons à intéresser tous nos partenaires parce que cas Diongo, c'est le cas qui concerne tout le monde. Par ailleurs, le MLP s'est félicité de cet échange avec le G7 et espère obtenir des résultats probants dans cette affaire. Franck Diongo a été condamné à 5 ans de prison ferme, une condamnation qu'il qualifie de politique, des suites, selon lui-même, d'un procès de la honte. John Omumbo, on a vu la majorité présidentielle a déjà lancé sa campagne pour la préparation des élections, le lancement de la centrale électorale. Mais la question qui brûle les lèvres, d'ailleurs, c'est cette question de dauphin. Est-ce que c'est une question tabou? Est-ce que c'est une question vraiment hyper sensible pour la République démocratique du Congo? Parce que sous d'autres cieux, c'est vrai que comparaison n'est pas raison et que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays, mais c'est quasiment impossible aujourd'hui de savoir qui peut succéder à Joseph Kabila. Voilà ce que nous déplorons dans notre pays. Et nous recommandons une sorte de catharsis de l'intelligentsia congolaise. Parce que nous sommes dans une obscurité, dans une nuit, dans ce que j'appelle souvent la civilisation de la médiocrité. Nous pensons que la médiocrité est construite et structurée dans l'intelligence congolaise, dans l'imaginaire collectif congolais comme étant une réalité qu'on ne peut pas changer, une réalité définitive, irréversible. La loi électorale prévoit environ, je crois, 11 scrutins directs et indirects. La centrale qui a été lancée, c'est une stratégie des élections. D'abord, c'est pour montrer que si vous tournez en rond, John Omumbo. Répondez à ma question. Je ne tourne pas en rond, madame. Vous tournez en rond. Laissez-moi vous expliquer, madame, parce que vous avez posé la question sur le dauphin. Je vous ai dit que la loi électorale prévoit tous ces scrutins-là. Il n'y a pas un scrutin qui soit supérieur à l'autre. Et nous ne voulons pas tomber dans une sorte de faute politique que beaucoup d'autres compatriotes ont commise. Ça, c'est une irresponsabilité politique. Lorsque quelqu'un doit se déclarer candidat à la présidentielle, alors que la loi prévoit que la commission électorale qui a mandat d'organiser, d'assurer la régularité de tout processus électoral puisse ouvrir le bureau de réception et traitement des candidatures, puisse déclarer, publier la liste provisoire des candidats
Ça, c'est une question interne. Qu'est-ce que l'électorat va voir? Même en France, la gauche aujourd'hui est en train de faire les primaires pour ressortir leurs candidats. La droite a fait. C'est une question interne de la majorité présidentielle. C'est la question qu'on pose à la majorité présidentielle. Est-ce impossible aujourd'hui, ou c'est un secret d'État, de ne pas savoir qui succédera à Joseph Kabila? C'est simple. Pourquoi vous voulez tourner en rond? Notre problème, je ne tourne pas rond. Ça, c'est trop dur quand même pour votre invité. Vous répétez ça 2 fois. Je vous en prie. Ça me choque un peu. Je vous en prie. Je ne tourne pas rond, j'avance et j'évolue. Je vous dis tout simplement que la question du dauphin n'est pas contextuelle. N'est pas primordiale, n'est pas contextuelle. Non, je dis non, ce n'est pas dans le contexte aujourd'hui. La stratégie de la majorité présidentielle de lancer la centrale, c'est pour préparer les élections. Une stratégie globale. Une stratégie globale qui va nous permettre d'avoir tous les candidats à tous les niveaux, de la base au sommet. Pourquoi seulement nous devons nous focaliser sur la question du dauphin? C'est une question essentielle. Non. C'est une question essentielle. Ça veut dire que nous devons respecter notre peuple, madame. Nous devons respecter notre peuple. Notre peuple a droit de se choisir ses dirigeants à tous les niveaux, même les conseillers municipaux. Et ça, c'est très important. Si vous nous posez la question de savoir qui est le dauphin aujourd'hui, posez-nous aussi la question de savoir qui sont nos candidats conseillers municipaux, qui sont nos candidats gouverneurs dans les jours à venir. On a qu'un seul président de la République. On a qu'un seul président de la République. Qui seront, seul. Chaque regroupement devra présenter son candidat. Et je vais tout simplement dire, madame, que si vous nous posez la question du dauphin aujourd'hui, vous devez nous poser la question de nos candidats à tous les niveaux. Vous avez déjà tous ces candidats à madame, je vous dis que vous avez déjà préparé? Nous sommes respectueux de la Constitution et des textes. Nous ne voulons pas tomber dans une sorte d'irresponsabilité politique publique, où les gens se tapent la qualité des candidats à la présidentielle, une qualité apparemment et visiblement validée par les médias, validée même par certains partenaires internationaux. C'est une pensée carrément Katumbi. Mais dans les mains sur le visage, nous parlons à un peuple intelligent. Je ne cite personne. Non, moi je me permets, c'est mon opinion. Ça correspond exactement à Moïse Katumbi qui s'est déclaré candidat à la présidentielle. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup, mais... Non, même les journalistes se sont déclarés candidats à la présidentielle. Excusez-moi. Mais seulement dans ce pays, vous savez, même dans vos émissions, il y a des journalistes qui se sont déclarés candidats à la présidentielle. Ce sont des ambitions. Mais c'est légitime. Est-ce que c'est interdit à quelqu'un de se positionner comme candidat à la présidentielle? Ce qui est grave, c'est que même dans les médias, vous désignez John Omombo, candidat à la présidentielle, alors qu'il n'y a aucune institution qui l'a déclaré ainsi. Ça, c'est une violation de la loi, madame. Mais c'est un droit légitime à quelqu'un. C'est un droit légitime de quelqu'un. Ce n'est pas de cette façon, madame. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut prétendre diriger un pays. On doit respecter, c'est ça qui fait quoi? On doit respecter les institutions de la République. Il y a une institution qui a reçu mandat constitutionnel d'organiser les élections, et c'est cette institution qui vous dit, voici le calendrier, maintenant vous pouvez présenter vos candidats. Et vous allez présenter vos candidats aux élections à tous les niveaux. Je peux me proposer, je peux me dire je suis candidat à la présidentielle, mais c'est à la CENI de dire le dernier. C'est légitime, madame. Voilà, c'est maintenant. C'est légitime pour tout Congolais. C'est une ambition. C'est une ambition tout à fait légitime. Oui, mais pour chaque Congolais de se dire candidat à la présidentielle. Le contexte dans lequel vous devez le déclarer, jusqu'à arriver à le valider, madame, c'est grave. Ça veut dire qu'on ne respecte même pas les institutions de la République. Ça, c'est très grave. On doit attendre. Un homme élégant, un homme politique élégant, qu'est-ce qu'il ferait? Il se prépare comme nous nous préparons, madame. Le moment venu, lorsque la commission électorale va dire, ok, voici la loi électorale prévoit autant de scrutins, maintenant nous allons recevoir les candidatures à tel scrutin. C'est à ce moment-là qu'on saura qui est le dauphin. À ce moment-là, vous connaîtrez... Vous tranquillisez, nous saurons... Tranquillisez-vous, parce que... Dans tous les échelons. Tranquillisez-vous, parce que vous connaîtrez tous les candidats de la majorité présidentielle à tous les niveaux, de la base au sommet. Et donc, il n'y a pas une élection qui soit supérieure à l'autre. Voilà pourquoi je rappelle le message essentiel, que nous ne puissions pas nous focaliser sur toutes ces questions-là, parce que les élections arrivent. On a accusé la majorité de ne vouloir pas organiser les élections. Aujourd'hui, la majorité a lancé sa centrale électorale. Nous, MRL, parce que cette centrale électorale, le président Minakou l'a dit, n'annule pas
n'absorbe pas les partis politiques. Chaque parti politique garde son autonomie. Voilà même l'élégance de la démocratie au sein de la majorité, madame. Chaque parti politique garde son autonomie et chaque parti politique devra élaborer sa stratégie électorale. Nous sommes déjà en avance, je vous dis, nous avons notre stratégie électorale au niveau du MRL et nous sommes en train de peaufiner notre stratégie parce que nous devons aller dire à notre peuple qu'il faut aller vous faire enrôler. Il y a une certaine opinion qui pense quand même que vous utilisez, comme vous êtes de la majorité présidentielle, vous êtes au pouvoir, il y en a qui pensent que vous êtes en train d'utiliser les caisses de l'État. Où trouvez-vous l'argent pour organiser tout ça? Madame, d'ailleurs, je peux même vous permettre de me poser la question ouvertement. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, vous êtes allé au parti parce que vous êtes à la recherche du boulot. Exactement. Je suis journaliste avec vous. Vous savez, le peu que je gagne de mon petit métier, j'ai appris à vivre comme ça. Le combat politique, c'est un combat épistémologique. C'est un combat qui n'admet ni nez, ni biceps. C'est un combat de l'argumentation. C'est un combat d'idées, madame. Nous voulons contribuer, apporter notre contribution au bien-être de notre population. Personne n'est à la recherche du boulot. Parce que si le boulot n'était réservé que pour les gens de la majorité, dans toutes ces institutions, vous avez tout le monde qui Où trouve-t-il l'argent? C'est pas madame, qu'on utilise les fonds madame, de l'État, nous travaillons. J'ai vu aujourd'hui, je vous vois très bien habillée, madame. Je salue d'ailleurs votre couturière qui vous a apporté votre tenue, madame. Vous avez, on peut vous poser la question, vous travaillez, vous avez votre rémunération. Pourquoi vous allez nous interdire, madame? Moi, avant d'entrer dans la majorité, je dois... ces fonds dans les cotisations de ces militants. Tout parti politique, madame. Nous avons des cotisations et nous cotisons. Moi, je travaille, madame. Je suis chargé de communication du programme Sino-Congolais. Je travaille, j'ai une rémunération. J'ai contribué à mon parti. J'ai appris à travailler, madame. Et moi, vous me connaissez, le peu, avec la grâce de Dieu, je me bats. Je peux quand même venir en taxi aujourd'hui, demain je peux trouver un même véhicule. Par mon travail, ce n'est pas nécessairement parce qu'il faut entrer dans la majorité. La majorité c'est une idée, la majorité c'est un combat politique destiné au peuple congolais. Nous voulons, comme je vous l'ai dit madame, que nous puissions renforcer nos politiques économiques et sociales qui puissent répondre aux préoccupations de la population. Ce n'est pas que nous puissions occasionner d'abord les morts, troubler les gens, pour qu'après nous puissions accéder et demander la primature. En quelques mots, le cas Diongo, quelle est votre lecture de ce cas? En quelques poussières de secondes, le cas Diongo. Je ne suis pas placé pour commenter une décision de justice. Franck Diongo Chamba, c'est un aîné pour moi, père de famille. Je ne peux que regretter de le voir en prison. Le souhait serait qu'il sorte de la prison. Mais nous, tous comme lui, il est respectueux de la République. Je crois que c'est une question de la justice et les procédures sont claires. La démarche, elle est entreprise. Nous encourageons cette démarche. Mais dans notre approche, nous disons toujours qui fait quoi. Que chacun fasse son travail, que la justice fasse son travail. Et nous espérons que dans les jours à venir, Franck Diongo peut retrouver sa liberté. Et donc, nous ne pouvons pas commenter une quelconque décision de justice. En tant qu'humain, je ne peux qu'avoir mal de voir un aîné à moi en prison, privé de sa liberté. Mais que voulez-vous, madame? Nous sommes dans une démocratie, il y a une justice qui existe, il y a des textes, les avocats sont là, je crois qu'ils sont mieux placés pour commenter cette question. Nous allons prendre l'avant-dernier condensé, mesdames et messieurs, c'est les activités dans nos ministères. Nous allons d'abord chez le Premier ministre Sami Badibanga, il a reçu en audience l'ambassadeur belge, et ensuite au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire chez Steve Mbikaï, et nous allons terminer par le ministère des droits humains. Marie-Ange Mouchobe-Kwalikoulia a reçu les activistes de la lucha. C'est le nouvel ambassadeur de la Belgique en RDC qui a fait le déplacement vers le Premier ministre, Sami Badibanga. Le diplomate belge est venu, dit-il, passer en revue la situation politique du pays, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre. Bertrand de Cambridge dit avoir aussi évoqué les questions de coopération bilatérale. Et nous avons discuté de la situation politique en RDC, de l'accord conclu par la CENCO, du travail que fait ce gouvernement. Et je crois que ça a été extrêmement instructif pour moi. Nous sommes ravis d'avoir pu tenir de première main les positions du gouvernement de la RDC.
Et voilà, dans le cadre de nos relations bilatérales, c'est un entretien qui nous apporte beaucoup. Nous avons également évoqué la coopération bilatérale entre les deux pays. Par la suite, le Premier ministre a présidé une séance de travail sur la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Le ministre des Finances, Yav Moulang, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, y ont pris part. Nous avons passé en revue la situation économique et financière du pays, plus particulièrement celle en rapport avec la volatilité du taux de change. Et après avoir fait un état des lieux de toute la situation, il y a une série de propositions de mesures à très court terme, donc au niveau budgétaire, au niveau monétaire. Elles vous seront communiquées sous peu. Et on a également passé en revue la situation liée à la problématique même de la relance de l'économie nationale du pays. Le chef du gouvernement avait auparavant conféré avec l'ambassadeur de la Russie en RDC, Igor Idokinov. L'entretien a porté sur les relations entre les deux pays. La situation générale des universités en République démocratique du Congo sur le plan structurel était au centre de discussion entre les deux parties. Monseigneur Tarsis Chibangu, président du conseil d'administration des universités et instituts supérieurs qui conduisait cette délégation, explique. Nous sommes venus pour pouvoir, en répondant à l'invitation du ministre, pour lui présenter nos souhaits. Ça, vous le savez, depuis 2 ans, est intervenu déjà des orientations de réforme qui ont été marquées par la promulgation d'une loi de la réforme de notre enseignement qui date de 2014. Et puis, il y a quelques mois, au mois de septembre passé, une ordonnance est venue pour, disons, pour compléter déjà et préciser des éléments de mise en place de l'organisation des instances d'enseignement supérieur. Steve Mbikai apprécie pour sa part le sens d'ouverture de ses visiteurs. Le ministre de l'ESU dit également être prêt à accorder son hospitalité à tous ceux qui souhaiteraient collaborer pour la bonne marche de cette machine. L'échange a été très fructueux, n'est-ce pas? J'ai aimé aussi notre conseil et surtout le fait qu'ils sont prêts à évoluer avec nous, tout en conservateur de ministère, pour réussir la mission qu'on doit confiée par le chef de l'État et par le Premier ministre. Steve Mbikai a profité de l'occasion pour inviter tous ceux qui critiquent sa nomination au rang de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire à prendre leur mal en patience. À la tête du ministère des Droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa veut promouvoir les droits de l'homme, mais aussi mettre fin aux abus et aux violences dans son secteur. Voilà qui justifie cette audience accordée à la Lucha. La ministre des Droits humains a, dans un dialogue franc, invité la Lucha à se doter d'une personnalité juridique. C'est dans le cadre de la concertation que la ministre a organisée pour échanger avec tous les groupes citoyens, tous les mouvements citoyens qui œuvrent dans le secteur des droits de l'homme. Et dans ce cadre-là que nous avons été reçus par la ministre. Nous avons échangé sur la situation d'abus, de la violence et des détentions illégales dont sont victimes nos militants et militantes, dont récemment Gloria Senga qui a été libérée, et aussi des autres mouvements citoyens comme Filimbi. Et nous avons aussi échangé avec Madame la ministre sur la question de notre personnalité juridique. Nous sommes très satisfaits. Sur les échanges que nous avons eus avec Madame la ministre, elle est très ouverte et il nous a montré aussi la volonté du gouvernement de coopérer, de collaborer avec nous. Ces membres de la Lucha ont loué l'essence d'ouverture des Marie-Ange Mouchebekwa qui les a invités à s'acquitter de leurs devoirs envers l'État. Les salons où nous avons eu à assainir la vie de Kinshasa, Super Lemba, bien que nous sommes des fois réprimés comme ça a été le cas l'année passée sur Victoire. C'est ça. La Lucha n'a pas seulement de droits, mais la Lucha a aussi des devoirs. Et Madame la ministre nous a aussi interpellés dans ce sens-là.
La lucha dit être de la société civile et entend œuvrer pour la non-violence dans le sens de l'interpellation de la ministre des Droits humains. John Omombo, vous avez suivi la ministre chargée des droits humains qui a accueilli ces mouvements citoyens qui font rage aujourd'hui en Afrique. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les mouvements citoyens jouent un rôle, entre guillemets, en tout cas pour l'émergence de la démocratie en Afrique. A-t-elle vraiment, raison de recevoir ces jeunes aujourd'hui pour leur parler? Vous savez que même en Europe, à un certain moment, avant la naissance de l'Union européenne, l'Amérique utilisait certains mouvements internes pour influencer certaines politiques internes en Europe. C'est une pratique qui existe en diplomatie. Ça veut dire que tous ces mouvements, vous avez dit, ça ne vient pas seulement d'ici, ça fait rage, vous avez dit, à travers certains pays africains. Ça fait partie des stratégies diplomatiques des Occidentaux, pour le dire ouvertement. Donc ces jeunes sont téléguidés par les Occidentaux? Je parle d'une théorie générale. Oui, mais pour influencer les politiques internes. Revenons chez nous. Donc, la lucha Filimbi et les autres sont instrumentalisés par les Occidentaux? Je ne veux pas individualiser la question. Je voudrais plutôt, madame, saluer la rationalité qui a caractérisé les propos de mon ami que je suivis là, de la lucha. C'est de cette façon qu'on doit parler. Il ne faut pas qu'on donne... Nous sommes des jeunes, nous devons être modèles. Il est vrai qu'il y a une sorte de rupture, n'est-ce pas, entre générations, entre la vieille classe politique et cette nouvelle classe politique. C'est peut-être ce ras-le-bol aussi que les jeunes ressentent. C'est légitime. Lorsque quelqu'un doit exprimer ses droits, c'est légitime. Mais je pense que ça doit se faire dans le cadre des lois, de respect des lois et des pays. Il ne faut pas qu'on donne l'impression. Vous voyez comment mon ami parlait là-bas? Il parle en toute rationalité, il parle avec responsabilité. Il rappelle d'ailleurs que Lucha n'a pas que des obligations, a aussi des devoirs, n'a pas que des droits. Parce qu'on les a écoutés cette fois-ci. On les a écoutés. Peut-être c'est ça le problème. On les écoute pas. Le président de la République, on les laisse pas parler. Le président de la République avait déjà commencé depuis longtemps. Le père de la nation, il garde la hauteur. Vous savez qu'à un certain moment, les gens avaient même l'impression qu'il y avait contradiction entre le président, l'autorité morale et la majorité. Il n'y a ni contradiction, ni cacophonie entre l'autorité morale. Il faut faire la différence entre le point de vue d'un regroupement politique et le point de vue de l'institution président de la République, qui est aussi président de tout le monde. Et il n'a jamais considéré la lucha comme un mouvement terroriste. Et comme un mouvement terroriste, il avait dit, c'est le langage d'un père de la nation. Je vais tout simplement dire ici que ce que nous faisons, qui fait quoi? Nous devons le faire dans le respect des textes. Les mouvements associatifs, oui, mais il y a une loi, madame. La loi du 20 avril 2001 portant, bien sûr, la loi sur les associations et les établissements d'utilité publique. Il y a une loi qui existe, qui explique comment une association peut naître. J'ai suivi tout à l'heure, il a parlé de la personnalité juridique. C'est une démarche tout à fait légitime. Mais là où ça blesse, c'est que par exemple, moi, une fois, je peux vous raconter une histoire. Je suis dans une réception d'un neveu qui a fini à l'université de Kinshasa en droit. Et je rencontre un groupe de jeunes visiblement drogués. Dans cette réception, je vais moi me soulager des jeunes qui m'agressent et qui se réclament de la lucha. Ce sont des jeunes comme ça qui ternissent l'image de la lucha, alors que vous voyez, celui qui a été reçu, cette délégation qui a été reçue, ce sont des jeunes responsables et qui peuvent ouvrir un débat raisonnable. On peut les écouter, madame. Donc pour nous, nous pensons que nous avons, nous les jeunes, et j'invite même mon ami de la lucha qui a parlé tout à l'heure, nous avons une responsabilité d'encadrer ceux qui sont avec nous, d'encadrer nos membres, comme nous le faisons, nous sommes acteurs politiques, nous encadrons nos militants à la citoyenneté, ils ont aussi cette responsabilité de ne pas donner l'impression que nous sommes dans la médiocrité. On a des droits, ils ont des revendications qui sont du reste légitimes, madame. Nous sommes dans un pays, c'est ça l'élégance. Vous savez, Albert Camus a dit, le peuple pleure parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Si vous voyez, par exemple, ils ont dit, nous sommes allés faire ceci, oui, vous le faites, mais est-ce que vous le faites dans l'ordre? Il faut que les choses se fassent, les choses soient
telle qu'elle devrait être. Mais quand ce sont les jeunes de la majorité présidentielle, par exemple, qui font le même travail, de la majorité présidentielle, qui descendent sur le terrain pour faire la même chose, on les tabasse pas, on les chasse pas comme les malpropres, mais quand c'est la lucha, il a dit, quand la lucha, par exemple, descend pour mettre la propriété, par exemple, quelque part à Kinshasa, on les chasse comme des malpropres. C'est peut-être ça, mais on va pas y rester. Non. Il faut corriger parce que c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est ça donne. On a vu c'est le très mauvais, c'est un discours désagréable qui est véhiculé à Kinshasa, où on pense que les autorités issues de la majorité sont injustes. Non, ce n'est pas ça, c'est gravement faux, madame. Nous avons vu le gouverneur Kimbuta interdire des manifestations programmées de la majorité présidentielle. Le problème, c'est que nous confondons liberté et libertinage. En tout cas, nous devons respecter les lois de notre pays, madame. Nous ne sommes pas dans la jungle. En quelques petites secondes, par rapport aux instituts supérieurs, nous sommes tous des anciens universitaires. Comment, pour vous, aujourd'hui, John Omombo se présente aujourd'hui les universités congolaises? Vous avez suivi Steve Bikay qui a reçu quand même des professeurs. En quelques mots, comment, aujourd'hui, en tout cas... c'est un grand défi. C'est un grand défi. Relever le niveau universitaire congolais. Il faut relever le niveau universitaire, mais il y a un problème. Les étudiants souffrent. Les étudiants souffrent, madame. Il faut payer les syllabus. Ils sont comme des esclaves des professeurs. Nous plaidons. Moi, j'ai été président des étudiants. J'ai plaidé. Je suis Moutete la madame. J'ai la franchise. Nous plaidons. C'est ça l'intérêt du peuple congolais. C'est pas la question de l'individu. Nous avons besoin de politiques claires, justement, pour absorber tous ces jeunes qui vont finir les universités. Aujourd'hui, les universités, même pour ceux qui dirigent, ça devient pratiquement une propriété de certains groupes ethniques. Même pour devenir assistant dans une université, il faut toujours être comme ça, être de telle tribu. Non. Il y a un problème. Je crois qu'il faut beaucoup d'objectivité dans la manière de traiter les universités, beaucoup d'objectivité dans la manière de traiter les étudiants. Ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et nous plaidons pour ces jeunes parce que les parents mettent des moyens, ils souffrent, ils mettent des moyens pour que ces jeunes puissent étudier. Il faut qu'on les traite pas comme des esclaves. Il faut qu'il y ait une politique claire, justement, de gestion de ces universités. Nous voulons éviter les responsables. On ne les charge pas, on ne les accuse pas, nous ne disons pas qu'ils ont mal fait, mais nous voulons que les choses soient améliorées et que les étudiants puissent passer leur cours dans les bonnes conditions, sans injustice, contrainte des syllabus. Vous imaginez, madame, moi je n'ai pas d'argent pour acheter un syllabus, je suis en ordre de paiement des frais académiques, et vous me privez, moi, de mon interrogation parce que je n'ai pas payé votre syllabus, madame, les syllabus qui sont devenus des fonds de commerce. C'est injuste. Nous allons terminer en quelques poussées de secondes aussi par rapport à Sami Badibanga. On a l'impression aujourd'hui que la troïka stratégique revient en force. Aujourd'hui, je crois que le dollar s'échange à 1100 francs. Le taux devient instable. Donc, ça devient vraiment instable. On ne sait pas trop où. Moi, je peux dire 1200, mais demain, ça sera 1300. On ne sait pas trop bien. La troïka stratégique... Qui fait quoi? Que chacun fasse son travail. Okay. Qui fait quoi? Le gouvernement doit fonctionner. Qui fait quoi? Le MRL appelle ses militants à aller se faire enrôler pour préparer les élections. Ma question par rapport à la société, c'est ça justement. Le ministre le ministre des Finances a reçu le président, le gouverneur de la Banque centrale. Je ne voudrais pas évoluer dans une logique manichéiste, la logique des index, des responsabilités des condamnés et qui est responsable de ceci. Une logique ambivalente, une logique... on a compris le message. On est des satans de ceci. Le gouvernement doit faire son travail, le gouvernement fonctionne normalement. Ce qui préoccupe le parti, c'est quel est l'avenir électoral du parti. Et nous sommes déjà sur terrain. Nous avons eu aujourd'hui dimanche une réunion avec tous les membres de notre parti. Nous avons une tournée ici à Kinshasa pour sensibiliser nos bases. Et puis nous allons en province. Nous allons commencer par le Haut-Katanga. Ils nous attendent et nous disons à nos militants, tranquillisez-vous, ne soyez pas distraits. Allons aux élections, allez vous faire enrôler. Nous allons terminer par le volet social, mesdames et messieurs. C'est la rencontre de madame Janine Mabunda avec quelques ONG par rapport aux violences sexuelles et bien les violences sexuelles. On en parle encore, mesdames et messieurs, bien que la politique, en tout cas, occulte beaucoup de sujets. Mais la vie continue. Nous allons parler un peu d'un virus sur Facebook. Nous qui sommes sur les nets, moi et John Omombo. Aujourd'hui, le monde virtuel, en tout cas, cohabite avec le monde réel. Et nous allons terminer par le message de soutien aux léopards.
Il s'est inspiré des avancées significatives enregistrées par la RDC, qui a vu le taux de violences sexuelles baisser de 50% en zone de guerre. Janine Mabunda, représentante spéciale du chef de l'État, salue ces efforts qui ont fait passer la RDC de la capitale mondiale des viols au laboratoire des expériences réussies. Affirmation de Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en zone de conflit. Ces résultats sont les fruits des efforts des ONG tant locales qu'internationales. Janine Mabunda attend les voir se concrétiser dans la capitale RD congolaise. D'où cette démarche d'impliquer les ONG locales. Myriam Dako, coordonnatrice des CAGEM de la Lisadel, explique. Nous sommes réunis en ce jour pour faire un peu l'évaluation sur l'état des lieux, l'avancement de cas que chaque ONG a eu à répertorier pour l'année 2016 pour les violences sexuelles et faire un document spécial pour remettre aux représentants personnels du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles. Ces ONG n'ont pas hésité de présenter les difficultés financières auxquelles elles font face. La représentante spéciale du chef de l'État, Janine Mabunda, a promis de s'impliquer dans la résolution de tous leurs problèmes. Attention, derrière ce message constitué de votre photo et de votre prénom se cache un virus. Des milliers d'utilisateurs de Facebook en ont déjà été la cible. C'est le cas d'Elodie. Je reçois effectivement un message privé sur ma page Facebook de quelqu'un en plus qui ne me contacte d'habitude pas. Mais bon voilà, on s'est dit on ne sait jamais, donc j'ai été voir et j'ai vu en fait effectivement un message un petit peu bizarre avec une vidéo et avec mon nom dessus. Et évidemment, je n'ai évidemment pas cliqué dessus parce que je me suis dit tiens, ça me paraît un petit peu étrange. Et Elodie n'a donc pas cliqué sur le lien qui lui signale l'existence d'une vidéo la concernant et elle a bien fait. Si vous cliquez sur le lien, vous allez devoir installer une extension qui est censée vous permettre de voir la vidéo. Et en fait, le petit virus à ce moment-là s'installe, mais en plus entraîne automatiquement la réplique vers toutes les personnes de Facebook qui sont simultanément connectées avec vous. Et voilà comment le virus se répand très rapidement. 3 navigateurs sont concernés, Firefox, Explorer et Chrome. Le virus peut toucher tous les supports, quelle que soit leur marque, ordinateur, portable, tablette et smartphone. Si vous avez cliqué, il faut aller dans l'historique des extensions de votre navigateur et supprimer l'extension Echo. Il vous faudra également changer les mots de passe de votre compte Facebook. L'objectif des pirates est d'être un cheval de Troie. Explication. Le cheval de Troie permet, en fonction de sa programmation, à des pirates ultérieurement de prendre le contrôle de l'ordinateur et, par exemple, de l'utiliser dans ce qu'on appelle un botnet, c'est-à-dire un réseau de machines affectées à partir desquelles ils vont pouvoir lancer des attaques sur des serveurs distants, par exemple. 1,7 milliard de personnes ont un compte Facebook dans le monde. Et 65% d'entre elles, soit 1,1 milliard de personnes, vont chaque jour sur le réseau social. Voilà pourquoi ce type de virus peut se répandre très rapidement, à moins que l'internaute soit prudent et bien informé. Congolais, nous avons qu'un seul message, lequel d'être unis. Quand nous sommes unis, nous formons une force. Puisque même dans la Bible, on a bien écrit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire le peuple congolais doit se comporter de cette manière-là. Vous savez, nous sommes l'une des grandes nations du football africain. Et pourquoi pas, on ne peut pas se mettre à l'abri. Quand nous se mettons à l'abri, donc c'est pour encadrer nos fauves et défendre nos couleurs nationales. Et à ce moment-là, nous sommes un peuple fort, un peuple qui a l'honneur, puisqu'un peuple sans l'honneur, c'est un peuple mort. C'est pour cela que je me suis dit, il faut quand même lancer un message au peuple congolais, il faut être derrière notre équipe nationale. Ceux qui prient, qui partent pour prier. Ceux qui demandent à nos ancêtres, qui demandent toujours à nos ancêtres, puisqu'on ne peut pas oublier nos ancêtres. Je vous dis sincèrement, les léopards vont faire des exploits comme la fois passée au Rwanda. À commencer par lui-même, le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange. Ce qu'il a déjà fait pour la jeunesse sportive congolaise, c'est beaucoup. Regardez aujourd'hui. Il s'est donné le corps à âme d'être derrière cette équipe nationale.
John Omumbo, le viol, nous y revenons. Est-ce que pour vous partagez cette assertion que la RDC est vraiment la capitale mondiale du viol aujourd'hui? Quand on dit le mot viol, on voit la RDC? Non, madame. Je ne partage pas ce point de vue. Il est certes vrai que, à cause de la situation de guerre que nous avons connue, il y a eu des dérapages. Et qu'aujourd'hui, le président de la République, en désignant un conseil spécial en charge de cette question, c'est pour justement limiter le dégât, montrer que l'autorité a un intérêt particulier, une attention particulière sur cette question, mais nous ne pouvons pas épouser ce point de vue qui viennent de l'extérieur. Ce sont ces genres de concepts qui jettent un discrédit sur la République démocratique du Congo. Ces gens, ils pensent que... le viol est réel quand même, le viol est réel. Ça existe partout, madame. Le viol est réel. Il faut le condamner, partout, il faut le condamner. Mais il ne faut pas en faire comme nous vivons aujourd'hui. Nos amis qui sont à l'extérieur, ils pensent qu'il n'y a que eux qui doivent nous donner la qualité d'homme. Il n'y a que eux qui vous disent que vous êtes une nation. Il n'y a que eux à partir de 8000 km qui peuvent décider de notre avenir. Il n'y a que eux qui peuvent dire que le Congo est bon et là où il faut investir. Nous-mêmes, nous sommes incapables de dire que non, non. Nous devons combattre tous ces concepts qui font un mauvais marketing de la RDC pour dire aux investisseurs, le Congo bashing, venez au Congo, venez créer votre emploi parce que nous avons besoin que tous ces jeunes puissent travailler. Il faut tout un programme pour les jeunes. Il faut faire un bon marketing du pays. Nous sommes les seuls au monde où nous refusons de croire que nous sommes une nation congolaise crédible. Nous sommes les seuls à faire le mauvais marketing de notre pays. Nous pensons que c'est normal. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu sur les réseaux encadrer nos citoyens tout en sensibilisant les uns et les autres contre les violences faites aux femmes, contre la question de viol. Nous devons sensibiliser aussi les gens, l'extérieur, à comprendre que le climat des affaires est amélioré. Moi, je suis chef d'entreprise, madame, vous savez, je suis chef d'entreprise. Le Congo a facilité beaucoup de choses. Et donc, je suis un jeune chef d'entreprise, j'ai mon entreprise. Quelqu'un peut venir de l'extérieur, il peut créer son entreprise, créer l'emploi, 2-3 personnes sont engagées, ça va diminuer le taux de chômage en République démocratique du Congo. Arrêtons de faire un mauvais marketing sur notre pays et nous sommes d'accord que l'État congolais soutienne les efforts nationaux, soutienne l'industrie locale pour absorber le chômage, diminuer le taux de l'importation. Il y a tout un programme pour MRL. Nous allons présenter ces programmes le mois venu, mais nous allons encadrer nos citoyens au civisme à être des bons citoyens. La difficulté, je termine, c'est que le Congo, nous avons d'abord été un État avant de devenir une nation. On nous refuse. Vous voyez, lorsqu'on attaque le Congo, lorsque les gens, par exemple, s'attaquent délibérément au président de la République, l'institution nationale, le garant de la nation, vous voyez, il y a des gens qui soutiennent des choses comme ça. Ce n'est pas ça une nation. La nation protège. Il y a ce qu'on appelle les transcendantaux, des valeurs qui sont au-dessus de nos sentiments, des tribus. Nous devons protéger la nation congolaise. Et la nation a ses symboles, a des institutions. Ah, ces symboles, nous allons terminer à ces symboles. C'est regrettable. Ah, ces symboles comme les léopards, en tout cas les léopards qui symbolisent un peu, en tout cas, la RDC aujourd'hui. Et en tout cas, bonne chance à nos léopards qui vont jouer demain, ce lundi, face au Maroc. Mais il y a eu quand même un petit couac avant même le début du match, cette histoire de primes, John Omumbo. Oui. Vraiment, qu'est-ce qui se passe avec ces primes-là? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu comment on les a, dans les réseaux sociaux, comment on les a un peu massacrés déjà avant même le début. Est-ce qu'avait-il droit de réclamer comment dire, ces primes avant même le début du match? Parce qu'on a ouï dire qu'ils ont déjà reçu 15 000 $ et il manquait simplement les 15 000 autres restants. Madame, la prime, je l'ai appris aujourd'hui, la prime est allée après que la vidéo soit postée. Réclamer la prime, c'est un droit légitime. C'est comme à la maison un enfant qui dit que j'ai faim. Nous ne pouvons pas tout politiser, madame. Les joueurs ont réclamé, c'est un devoir, c'est un devait-il débat. Faire sur les réseaux sociaux, c'est ça la question? Non, c'est des moyens de communication. Je ne voudrais pas ici qu'on puisse charger nos joueurs. Même s'ils ont commis une erreur, que chacun fasse son travail. Qui fait quoi nous accompagne partout. Nous disons ceci. Qu'est-ce que les chefs coutumiers viennent faire dans cette affaire de la CAN? Qu'est-ce que les chefs coutumiers? Alors, madame, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est absorbé par la jouissance du pouvoir. Non. Chacun doit faire son travail. On doit mobiliser les gens. Notre équipe nous a fait des surprises très agréables dans les compétitions passées. Nous devons encourager les léopards. Même s'ils ont dit que la prime elle est petite ou comment elle est, le montant n'est pas, c'est pas moi, n'est pas satisfaisant. Je crois que c'est un débat, il faut leur dire, il faut leur expliquer que 30 000 $ c'est pas quelque chose de peu. Même s'ils ont reçu 15 000, il faut les encourager. À ce stade où nous sommes, il s'agit de la question de la nation, c'est ce que je vous ai dit. Le principe de
bipartisan. Ça veut dire qu'il n'y a ni opposition, ni majorité, ni société civile. Il s'agit des léopards. C'est la République démocratique du Congo. Allez-y les léopards, je sais que vous allez gagner. Des grandes surprises arrivent, que les autorités qui s'occupent des sports puissent faire leur travail. Quand les léopards ont réclamé ça, ne cherchez pas qui est derrière les léopards. Ce n'est pas un problème politique. Parce qu'on a dit qu'il y a un des problème de la nation. politiciens que les léopards sont encore instrumentalisés. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand quelqu'un réclame quelque chose. Madame, je suis de la majorité. On est toujours instrumentalisé. Je suis de la majorité. J'ai dit qui fait quoi. J'assume ce que je dis. On ne peut pas tout politiser. Sinon, ça devient un problème. Vous avez un petit problème avec votre femme à la maison. Non, qui est derrière la femme? Non. Même nous, là, parfois, quand on réfléchit comme scientifique, on voit toujours l'ombre des autres sur nous. Non. On doit laisser les gens s'exprimer. Ils se sont exprimés. Est-ce que c'est une faute? Ok. On ne peut pas arranger. On peut arranger. Si les joueurs ont commis une faute, ok, on va arranger. Il ne faut pas qu'on aille avec une idée de terreur. Il faut encourager les joueurs. Et voyez comment je souris parce que je sais que les léopards vont nous faire des surprises très agréables. Okay. Ils vont aller de l'avant et que le peuple congolais suive le message du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui a adressé un message de soutien aux léopards et il invite tout le peuple congolais à soutenir de diverses manières les léopards. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le dernier message, en tout cas, soutien massif aux léopards du Congo qui joueront ce lundi face au Maroc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'équipe nationale du Maroc. Je ne suis pas trop sport, mais plutôt, nous parlons de nous, en tout cas, soutien massif aux léopards qui jouent ce lundi face au Maroc. En tout cas, nous sommes tous derrière vous parce que vous avez fait, comme l'a si bien dit John Omumbo, un plaisir immense à gagner le dernier CHAN au Rwanda. C'était un plaisir immense. Vous avez en tout cas donné beaucoup de coupes. Je sais, moi je suis un peu sportive au bout des ongles. On a déjà eu beaucoup de coupes en 72, la coupe Monseka, 74 et partout. On a gagné beaucoup de choses. Ramenez-nous la coupe. Je crois que ce sera le meilleur consensus pour la République démocratique du Congo. Merci donc à John Omumbo d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Je vous en prie, en tout cas, de gagner le temps. Brièvement, je rappelle seulement à nos militants que nous ne devons pas oublier d'aller nous faire enrôler et que chacun fasse son travail. Mais il y a beaucoup de couacs. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais il y a des couacs par rapport à l'enrôlement. Il y a déjà des gens qui disent... Il y a une institution qui fait ce travail. Il y a 14 ans, on donne de l'argent à des gamins de 14 ans pour se faire enrôler. On paye de l'argent. Il y a trop de couacs. Je crois que la CENI doit savoir... Il y a toujours une évaluation permanente qui est faite au niveau de la CENI. Je ne suis pas de la commission électorale, que chacun fasse son travail. Je crois que la commission électorale prend en compte tous ces problèmes et va les évaluer. Mais l'essentiel pour nous, en tant que parti politique, c'est d'inviter les gens à aller se faire enrôler et poser toujours la question qui fait quoi? Que chacun fasse son travail, c'est le message, parce que nous voulons une société structurée, une société organisée et une société bien coordonnée. Merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Faites attention, surtout sur Facebook. Congo vous a donné cet élément-là. Faites attention, en tout cas sur Facebook, le piratage, en tout cas, bat son plein. Et merci à toute l'équipe technique pour, en tout cas, la coordination de cette émission. Et nous nous reverrons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain, Inch'Allah.